aborder le thème de la DSP2 autour de trois mots qui me paraissent importants. Le premier mot est celui d'institution, le deuxième sécurité et le troisième ouverture, évidemment, thème que vous attendez. Institution d'abord parce que il y a une vraie évolution entre la première directive sur les services de paiement de 2007 et celle-ci, à savoir que la DSP2 est en quelque sorte amène en quelque sorte le droit des services de paiement à une certaine maturité, dans la mesure où les services de paiement rejoignent le droit des services financiers en général, services bancaires et services d'investissement, que le droit des services de paiement intègre ce qu'on appelle le SESF, le Système européen de surveillance financière, et enfin le droit des services de paiement est désormais supervisé par l'autorité bancaire européenne, ABE, qui devrait arriver prochainement à Paris en déménageant depuis Londres. Pourquoi je vous dis ça? C'est que la DSP2 ne se suffit plus à elle-même et elle est désormais accompagnée de toute une ribambelle de ce que l'on appelle les normes de second degré sous la forme de RTS, CITES, guidelines, dont la mise en œuvre demeure d'ailleurs assez mystérieuse, comme on le verra évidemment au sujet de la sécurité et l'ouverture à propos des RTS sur l'authentification forte et la communication sécurisée entre les différents acteurs. En tout cas, ce premier point institutionnel, même s'il n'est pas très drôle, est important. Vous avez une bonne dizaine de normes déléguées qui accompagnent la DSP2, dont très peu sont aujourd'hui en vigueur et dont on suit au jour le jour la publication et la traduction, parce que tout cela évidemment est en anglais, sur le site de l'autorité bancaire européenne. Deuxième terme sur lequel je voudrais m'arrêter, évidemment, c'est celui de la sécurité, dans la mesure où la DSP2 multiplie les procédures d'alerte, de notification, de reporting en matière d'incidents de sécurité auprès de la CPR, mais pas seulement auprès de la CPR, puisque dorénavant, vous avez un nouvel acteur qui intervient dans le champ des services de paiement. Il était déjà en charge de la sécurité des moyens de paiement. Dorénavant, ce nouvel acteur est en charge de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement, c'est la Banque de France. Et ça, évidemment, ça n'est pas neutre. Et si vous regardez de près les nouveaux formulaires d'agrément, d'enregistrement, etc., qui ont été refaits par la CPR, vous vous rendez compte combien la sécurité, les mesures de sécurité, les procédures de remontée d'alerte, de risque et de sécurité sont importants, à telle enseigne que dorénavant, il ne s'agit plus de faire seulement une cartographie des risques en matière de lutte anti-blanchiment comme c'était le cas, mais aussi en matière de risques opérationnels et de sécurité majeure, ce qui se traduit par cette idée que davantage encore l'exercice de l'activité de paiement est soumis à une logique de compliance comme le contrôle interne et la lutte anti-blanchiment en général, comme la protection la protection des données à caractère personnel, par ailleurs aussi. Sur la sécurité, excusez-moi, j'ai une voix caverneuse ce matin, mais bon, c'est comme ça. Vous avez évidemment le thème de l'authentification forte. Alors, c'est pas tellement l'authentification forte en tant que telle lorsque l'utilisateur accède à son compte de paiement en ligne ou initie une opération de paiement électronique. Ce sont évidemment les dérogations à l'authentification forte qui
retiennent l'attention des uns et des autres, dérogations qui ont été posées par le règlement délégué portant mise en œuvre des RTS, authentification forte et communication sécurisée. Dérogation à l'authentification forte, au demeurant, qui font peser sur les prestataires de services de paiement une responsabilité lourde, puisque dès lors qu'ils se passeraient d'une telle authentification forte, ils porteraient la responsabilité en cas d'opération non autorisée ou en cas de fraude. Alors vous avez 8, si j'ai bonne mémoire, cas de dérogation particulière. Vous avez un cas de dérogation assez amusant qui est lié à l'anonymat éventuel du moyen de paiement utilisé. Ça nous fait penser à la monnaie électronique, si tant est qu'il demeure un peu d'anonymat en matière de monnaie électronique. Pourquoi pas aussi monnaie virtuelle, dont l'utilisation permettrait de déroger à l'authentification forte du payeur dans la mesure où ces moyens de paiement seraient par nature anonymes. Et puis, dernier cas, cette fois-ci général, de dérogation à l'authentification forte, c'est la dérogation fondée sur le risque scoring de l'opération en vertu de multiples conditions qui sont extrêmement délicates à comprendre et à mettre en œuvre. Mais enfin, on a là aussi cette approche fondée sur les risques qui rejoint la lutte anti-blanchiment, et c'est pas inintéressant. Troisième terme, évidemment le plus spectaculaire, le terme ouverture, avec la fameuse ouverture de l'accès aux comptes de paiement à des prestataires qui ne les tiennent pas, versus prestataires gestionnaires de comptes dont la notion n'existait pas auparavant et qui apparaît dans la DSP2, prestataire de services de paiement, gestionnaire de comptes. Donc les banques essentiellement aujourd'hui, mais demain, tout gestionnaire de comptes de paiement, et en particulier les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui tiendraient des comptes de paiement. Donc ouverture des comptes à des prestataires qui ne les tiennent pas. Ils sont de 3 sortes. Alors on connaît évidemment les initiateurs de paiement. On se demandait un petit peu ce que ça voulait dire, et en fait on se rend compte que les cas d'usage de l'initiation de paiement sont absolument remarquables. Donc ça, c'est le modèle Zofort qui a fondé la DSP2. C'est évidemment l'information sur les comptes avec les champions français, dont un manifestement est présent aujourd'hui, Budget Insight. Et puis un troisième qui est passé un peu sous silence, mais qui n'est pas inintéressant, ce sont les émetteurs d'instruments de paiement liés à une carte qui se voient octroyer la possibilité d'interroger le gestionnaire de compte quant à la disponibilité des fonds, gestionnaire de compte qui répond par oui ou par non, et ça s'arrête là. Il ne faut pas oublier celui-ci, parce que du côté des gestionnaires de compte et des banques en particulier, ce service va être extrêmement délicat à mettre en œuvre opérationnellement. Ouverture à l'accès au compte, ouverture évidemment sur les données de compte, en particulier avec ce fameux service d'information sur les comptes, le nouveau service 8 de la DSP2 et de l'article correspondant du Code monétaire et financier qui, à mon avis, n'avait pas véritablement, je vais me faire des ennemis, tant pis, n'avait pas véritablement sa place dans la DSP2 dans la mesure où c'est pas un service de paiement. C'est un service de la société de l'information, tout à fait intéressant, remarquable, tout ce que vous voulez, mais je ne suis pas certain qu'il avait sa place à côté de l'initiation de paiement dans un texte sur les services de paiement, mais peu importe. Toujours est-il qu'il faut retenir que ce service d'information sur les comptes mobilise 3 catégories de données, dont 2 apparaissent de manière inédite dans la DSP2, ce qu'on appelle les données de sécurité personnalisées. On appelait ça avant un dispositif de sécurité personnalisée. Donc ces données de sécurité personnalisée, évidemment, il faut les protéger
de manière particulièrement efficace. Vous avez une deuxième catégorie fourre-tout qui s'appelle les données de paiement sensibles. On ne sait pas ce que sont les données de paiement sensibles. La DSP2 nous dit, et le Code monétaire et financier, dans sa transposition, nous dit les données de paiement sensibles sont les données de paiement susceptibles de fraude. Avec ça, vous êtes bien partis. Donc c'est tout et rien, en tout cas c'est certainement beaucoup, et il va falloir jouer avec cette notion de données de paiement sensibles. Et puis vous avez enfin, et c'est d'actualité, les données à caractère personnel qui font leur entrée véritablement dans la DSP2 et dans le Code monétaire et financier, dans la mesure où vous avez dorénavant un texte qui nous dit que les PSP, les prestataires de services de paiement, ne peuvent traiter les données à caractère personnel des utilisateurs de services de paiement aux fins d'exercice d'une activité de service de paiement qu'avec le consentement express des dits utilisateurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Consentement express, ça veut dire quoi? Sachant que parfois les textes parlent de consentement explicite, il va falloir évidemment jouer avec cette notion de consentement express au regard, bien évidemment, de l'autre grand texte qui vient en quelque sorte heurter la DSP2, qui est le RGPD, dont l'entrée en application a eu lieu le 25 mai dernier. Données à caractère personnel, un texte dans le Code monétaire et financier qui nous dit que, par dérogation à la compétence générale de la CPR, la CNIL est dorénavant compétente pour assurer la protection des données à caractère personnel. C'est tout à fait nouveau. Donc après la Banque de France, il y a la CNIL. Dernière chose que je pense que j'ai abusé déjà de mon temps, cet accès au compte n'est pas un droit donné aux initiateurs de paiement ou aux agrégateurs de données ou aux éditeurs de cartes. C'est un droit qui est donné et seulement donné aux utilisateurs de services de paiement qui doivent donner, là encore, un consentement express, explicite, à tel prestataire que l'on appelle tiers, qui sont plus tiers puisqu'ils sont réglementés aujourd'hui, et c'est lui qui doit maîtriser la destination des informations ou des paiements qui seront initiés, et c'est tout à fait important de situer le point d'ancrage de ces services, non pas sur le prestataire, mais sur l'utilisateur de services de paiement. Vous savez que tout ça est bien joli, mais pour l'instant, on est bloqué puisque le fameux règlement délégué portant mise en œuvre des RTS ne rentrera en application que le 14 septembre 2019. Pourquoi 18 mois pris comme ça, c'est absolument aberrant, sachant que par ailleurs, vous avez de manière tout à fait extraordinaire un blocage aujourd'hui à l'Assemblée nationale, commission mixte paritaire sur le vote de la loi du projet de loi de ratification de l'ordonnance de transposition de la DSP2, où le Sénat a voulu étendre l'accès aux comptes, notamment aux comptes d'épargne, et l'Assemblée nationale s'y oppose pour cause de refus de toute surtransposition, dans la mesure où la DSP2 ne vise que les services de paiement et donc les comptes de paiement. Je vous remercie de votre attention. Merci Maître pour cet exposé très complet. À l'audience, nous allons maintenant prendre 3 questions. Il y a 3 questions. Je reviens alors. Oui. Oui. Bonjour, Frédéric Danel, Amicache France. J'avais une demande d'explication sur le consentement express par rapport au consentement explicite. Pourriez nous en dire plus, au moins dans... Non, enfin, je ne peux pas vous en dire plus dans la mesure où la DSP2, sauf erreur, parle de consentement express, et le Code monétaire, enfin l'ordonnance de transposition, tantôt parle de consentement express, tantôt de consentement explicite. Bon, à mon avis, c'est une bêtise,
pas avoir employé un seul et même terme. À mon avis, c'est un consentement tel qu'il est défini aujourd'hui dans le RGPD, c'est-à-dire un consentement clair, positif, non dénué d'ambiguïté, tout ce que vous voulez, etc. Donc c'est l'expression renforcée d'un consentement, sachant que ce qu'il faut retenir au-delà même, ce sera affirmé, c'est que c'est le titulaire du compte, l'utilisateur de services de paiement qui tient la boutique. C'est plus son gestionnaire de compte, c'est plus la banque, puisqu'elle se voit imposer, on peut l'imposer à d'autres aussi. Il n'y a pas de banque aujourd'hui qui ne fasse pas de l'agrégation de données, soyons clairs. Donc c'est le titulaire du compte qui décide qui peut accéder à son compte en vertu d'un consentement express ou explicite et en vertu d'un certain nombre de règles qui sont détaillées dans la DSP2 et désormais dans le Code monétaire et financier. Bon. Pour nous fournisseurs de solutions digitales, ça se matérialise par l'obligation de faire cocher des conditions générales d'utilisation aux utilisateurs ou pas. Donc c'était dans ce sens-là. Oui, il y a un opt-in nécessairement, sachant qu'il doit y avoir dans les CGU une explication très fine de ce droit de donner accès au compte, à son compte de paiement, dans telles conditions, le gestionnaire de compte qui ne peut refuser, sauf refus objectif qui doit remonter à la Banque de France, etc., etc. Donc là, il faut, à mon avis, des clauses dans les CGU qui soient très pédagogiques et évidemment un opt-in au départ pour accepter un tel accès. Merci pour votre réponse. Pas d'autres questions ? Bonjour, Barnabéos Arkea. Moi, je me posais la question de si vous avez une vision, comment ça se compare par rapport aux réglementations qui existent côté continent américain et côté asiatique. Est-ce que ça crée un environnement plus complexe ici ou est-ce que c'est plutôt une opportunité pour les acteurs qui sont basés ici? Je crois que sans faire de l'européanocentrisme, etc., je crois qu'on est assez en avance. Cette ouverture des comptes à des acteurs non teneurs de compte est tout à fait innovante. Et par ailleurs, on est plus qu'en pointe dans la protection des données à caractère personnel avec le RGPD. Donc, et ce qui serait une excellente nouvelle, c'est-à-dire d'être à la fois innovant et protecteur. Si on arrive à maintenir cet équilibre, ce serait tout à fait extraordinaire. Je crains que l'on soit souvent plus régulateur qu'innovateur. Là, peut-être, et la conjonction de ces deux textes, qui sont entrés en application à quelques semaines, me laisse espérer que l'on est pas mal, sachant qu'il y a ça, mais il y a plein d'autres choses. Il y a le règlement IAIDAS, il y a l'entrée en application bientôt de la 4e directive anti-blanchiment avec la possibilité d'identification électronique des clients. Donc comment on va matcher tout ça, ça va être passionnant. Il ne faut pas utiliser ce terme, mais moi je trouve que c'est passionnant. Mais voilà, donc si on arrive à être à la fois innovateur et protecteur sans que l'un ne l'emporte trop sur l'autre, là j'ai l'impression qu'en ce moment, je crois que par rapport au continent américain, par exemple, sur le terrain des paiements, je ne parle même pas de la carte à puce, etc. Enfin, on est quand même l'initiation de paiement inventée par Zofort, c'est un truc génial, et ça va. Et initiation de paiement et information sur les comptes. D'ailleurs, à connaissance, les agrégateurs, ce qu'on appelle les agrégateurs de données, se sont fait aussi agréer pour l'initiation de paiement, et les deux ensemble, ça va être un truc redoutable. Merci. Merci à vous.